20 jours, un record qui a fait couler beaucoup d'encre et surtout de glace. Ce navire qui est en train d'accoster en ce moment vient juste d'achever un voyage qui l'a mené de la Chine à la Grande-Bretagne. 4350 km en seulement 20 jours. C'est l'équivalent du premier homme sur la Lune. Je viens de parler au capitaine, je lui ai dit « Vous êtes le Neil Armstrong du transport maritime. Vous avez réussi. Vous avez traversé le pôle Nord pour arriver jusqu'en Europe en un temps record. » Avec cette prouesse réalisée il y a à peine 2 semaines, c'est une nouvelle route maritime qui s'ébauche. L'Arctique, 2 fois plus rapide dans ce cas qu'un transit via le canal de Suez. Un exploit rendu possible par le changement climatique. La fonte des glaces, certains s'en frottent les mains, à commencer par les Russes. L'Arctique aujourd'hui est une sorte d'entrepôt d'envergure mondiale. Les chiffres confirmés par des explorations sur place indiquent que 8% des réserves en pétrole et gaz se trouvent là, dans l'Arctique russe. La Russie a déjà prévu de multiplier par 4 le trafic d'ici 10 ans. La Chine, elle, parle déjà de route de la soie polaire. L'Arctique, nouveau terrain de guerre commerciale, de possibles guerres tout court. Les États-Unis entendent bien s'imposer aussi dans la zone. Au début du mois, Donald Trump a passé commande de 11 brise-glaces. In all of that millions and millions of acres, we only have one icebreaker. Other countries have more than we do, and we're buying the finest icebreakers in the world, and Finland's known for making them. Alors, avec la fonte des glaces, la situation risque-t-elle de chauffer dans l'Arctique? Le réchauffement climatique va-t-il bouleverser le commerce mondial? Au-delà du symbole, l'Arctique peut-il devenir une nouvelle autoroute maritime? Nos 3 invités, Camille Escude-Joffre, bonsoir, vous êtes géographe et spécialiste de la géopolitique de l'Arctique. Votre ouvrage coécrit avec Lydie Lescarmontier, Les pôles en sans question, je raccourcis le titre, est paru chez Talandier. Et vous considérez, à propos du sujet qui nous intéresse, que ce qu'a réalisé le porte-container, ce porte-container en passant par l'Arctique, est davantage un coup géopolitique par la Chine, donc, que le signal d'un changement des équilibres commerciaux à grande échelle. C'est aussi un symbole de l'alliance de Pékin et de Moscou dans cette zone qu'on appelle le Grand Nord. À côté de vous, Paul Touret, bonsoir, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Selon vous, cette nouvelle route ne va pas révolutionner le transport maritime, mais elle peut intéresser des secteurs comme l'électronique ou l'automobile s'il y a des clients prêts à payer pour un service plus rapide. Ça peut marcher, encore faut-il avoir des bateaux capables de naviguer dans ces mers froides en Arctique. Et à côté de vous, Lucille Schmitt, bonsoir, présidente du think tank La Fabrique écologique. Selon vous, ce n'est pas seulement un tournant pour le commerce mondial, c'est d'abord un tournant en matière de dérèglement climatique. Et cela nous indique à quel point la fonte des glaces en Arctique s'accélère. On en a là une illustration extrêmement concrète, puisque avant, les bateaux pouvaient très difficilement se faufiler à travers ce passage du Nord-Est. Et on démarre justement avec la carte du jour. Oui, c'est celle donc de la route maritime empruntée pour la première fois le 23 septembre dernier par l'Istanbul Bridge, un méga navire chinois et ses 5000 conteneurs partis donc du port de Ningbo en Chine et arrivés au Royaume-Uni, au port de Felixstowe le 13 octobre, soit donc 20 jours pour relier ces 2 points en passant par la route de l'Arctique dite du Nord-Est ou encore l'Arctic Express, là où habituellement il en faut le double par le canal de Suez. Camille Escude-Joffre, c'est vraiment un tournant donc dans le commerce mondial, voire dans la géopolitique planétaire ? Je ne pense pas qu'on puisse qualifier cet événement de véritable tournant. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui reste de l'ordre de la niche, où effectivement, du coup, davantage médiatique ou géopolitique, sans que cela préjuge d'une nouvelle autoroute polaire, comme certains chercheurs le disent, à venir. À mon avis, il y a encore aujourd'hui beaucoup trop d'obstacles et beaucoup trop de risques. En revanche, c'est effectivement un symbole très fort, un geste très fort. Et des ambitions derrière, non, quand même. Si on l'emprunte une fois, c'est qu'on se dit qu'on va le faire plusieurs fois par la suite, non ? Oui, sauf qu'aujourd'hui, il reste de nombreux obstacles, à la fois climatiques, à la fois environnementaux, à la fois technologiques, à la fois financiers, sans parler évidemment des risques géopolitiques, puisqu'aujourd'hui, c'est la Russie qui contrôle l'intégralité de cette route. Donc c'est la Chine qui a pu faire ce trajet, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qui se généralise à court ou à moyen terme, en tout cas. On va y revenir, mais Lucille Schmitt, est-ce que c'est le réchauffement climatique qui fait que cette route est aujourd'hui praticable alors qu'elle ne l'était pas il y a encore quelques années, voire quelques mois ?
Oui, bien sûr, c'est le réchauffement climatique. Et dans les derniers rapports du GIEC, donc les experts climatiques qui travaillent à l'échelle mondiale, on voit que l'accélération en fait, de la fonte des glaces, c'était déjà 2 fois plus qu'à l'échelle mondiale. Maintenant, c'est 3 à 4 fois plus. Donc, en fait, c'est l'indice que le réchauffement climatique, les dérèglements sont en train de sont exponentiels, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose de très grave. Et ça m'a vraiment frappé quand on a commenté ce trajet, ce voyage, cet exploit maritime. Que d'aucuns rapportent à celui de Neil Armstrong en 69, vous avez vu. J'ai trouvé ça quand même assez délirant, pour être franche, parce que je me suis dit, la première chose qu'on devrait commenter, c'est l'accélération du dérèglement climatique. Et donc, on voit bien comment l'agenda écologique est toujours dans les interstices, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'agenda commercial, il y a l'agenda économique, il y a l'agenda maritime, et l'agenda écologique, c'est toujours... quand vous dites agenda, c'est priorité, quoi. Et c'est un oubli même, c'est quelque chose qui au fond est un déni de ce qui nous menace. Paul Touré, mais d'un point de vue commercial, tout de même, pour y revenir, le gain est important. Le principal avantage, c'est le gain de temps, donc le gain d'argent. C'est ça qu'il y a derrière, cette absence de préoccupation climatique. Ça peut être une solution si on envisage une sorte de messagerie maritime, c'est-à-dire un service express par le Nord. Express en 20 jours. Express en 20 jours, parce que normalement, c'est à peu près un mois quand vous passez par Suez, et avec le passage au sud de l'Afrique, on est quasiment à 40 jours. Donc effectivement, c'est un raccourci. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas un navire, il faut 7 navires, 6 navires, parce que la ligne régulière, c'est d'avoir des bateaux qui partent toutes les semaines. Donc un bateau ne fait pas la pluie ou le beau temps, il faut un vrai service. Alors ce qui est peut-être original, c'est l'arrivée justement d'une compagnie chinoise qui veut proposer quelque chose, plus que finalement ce passage... Alors, vous évoquez le fait que c'est plus court en termes de durée que par le sud, par le canal de Suez et la mer Rouge. On va regarder avec notre archive quelque chose de très particulier par rapport à la mer Rouge, c'est qu'il y a eu, en tout cas en 2024, énormément d'insécurité. Regardez. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis ciblent les embarcations marchandes en soutien au peuple palestinien, disent-ils. Dans les faits, tous les bateaux peuvent être visés sur cette route maritime essentielle qui relie Afrique de l'Est, Asie et Méditerranée. Du golfe d'Aden, en passant par la mer Rouge jusqu'au canal de Suez, 30% du trafic mondial de porte-conteneurs transite normalement par cette région. Mais selon l'ONU, au cours des derniers mois, leur passage dans la zone a diminué de 67%. Une quinzaine de navires ont été touchés au cours des derniers mois. Comme le Rubimar, la frégate longe son épave. Il coule peu à peu, risquant de déverser sa cargaison d'engrais en mer Rouge. Paul Touré, l'Arctique, ça a quand même un avantage, c'est moins de piraterie que ce qu'on vient de voir, par exemple, au canal de Suez, largement. Ça peut être envisageable pour l'ensemble des industries européennes qui utilisent des produits chinois. Pas forcément comme nous, comme consommateurs, parce qu'on sait bien que Noël arrivera toujours le 25 décembre et les industriels et la grande distribution feront en sorte que... Il y a beaucoup d'entreprises, on cite Tesla, notamment on a vu l'incident à Suez il y a quelques années, la fermeture. Il y a beaucoup d'usines qui ont besoin de pièces chinoises qui ne font plus de stock. Donc est-ce qu'on peut offrir un service rapide par le Nord ? Sécurisé, alors évidemment avec les Russes, mais bon, comme l'autre solution c'est de faire du ferroviaire à l'intérieur de la Russie, si on veut créer une sorte de, encore une fois, de messagerie très rapide où on paye. Maintenant, encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs qui préfèrent le prix. Et le prix, c'est la longue route parce qu'il y a beaucoup de conteneurs. Et le prix est très, très intéressant, y compris, on pourrait presque se payer nous-mêmes un conteneur en transport entre la Chine et l'Europe. Alors que, Camille, est-ce que déjà ça va être beaucoup plus cher si on demande la sécurisation par les Russes? C'est ça, on trouve des chiffres quand même assez affolants. Ça va être 120 000 $ pour être escorté par des brise-glaces russes pour un bateau de 100 000 tonnes, par exemple. Oui, c'est ça? Je voulais peut-être signaler 2 choses. La première, c'est que la distance géométrique, la distance kilométrique, ça n'est pas la distance coût et ça n'est pas la distance temps. Ça, on en fait tous l'expérience dans notre vie quotidienne. Et c'est quelque chose qu'on observe aussi en Arctique. Ça n'est pas parce que c'est plus court en termes de kilomètres de 30 à 40% que c'est plus court en termes de temps et surtout plus court en termes de coût. La deuxième chose aussi sur laquelle je voulais rebondir, c'est cette histoire de sécurité. Il est vrai qu'il y a très peu de pirates en Arctique de manière comparative par rapport à ce qu'on peut observer autour du canal de Suez. Avec les Houthis notamment. Complètement. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a des vraies questions de sécurité qui se posent, qui sont aussi d'ailleurs liées aux conséquences du changement climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien de cause à conséquence extrêmement clair entre fonte des glaces égale route qui s'ouvre. On sait par exemple aujourd'hui que les glaces dérivantes représentent des nouveaux obstacles à la sécurité maritime, sans compter les conditions extrêmes polaires qui ne sont pas en fait
qui restent imprévisibles en dépit du changement climatique. Aujourd'hui, ce sont des zones qui sont très peu cartographiées, ce sont des zones avec très peu d'infrastructures. En cas de catastrophe environnementale, ça serait une véritable catastrophe à les repêcher, ou même en termes de catastrophe humaine. Les satellites, par exemple, fonctionnent très mal, donc même en termes de sécurité, les conditions polaires font qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un lien de causalité très simple qui fait de ces autoroutes des autoroutes polaires. Et Lucie Schmitt, le climat peut se venger quelque part, parce qu'il y a des icebergs. Là, d'ailleurs, il y a des assureurs qui ne pourraient pas assurer parce qu'il peut y avoir des accidents majeurs. Donc le climat aussi est présent là. Il peut ce qui est important, c'est il y a un rapport qui est paru fin septembre sur l'état de l'océan, qui est un rapport régulier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont constaté qu'entre 2024 et 2025, la surface de glace en Arctique elle s'est amenuisée, si vous voulez. Il y a eu 4 records qui ont été battus en termes d'amenuisement en fait, de la glace qui est là. Et comme le disait Camille Escudé, en fait, s'il y a moins de glace, en fait, ça veut dire des risques supplémentaires. Et ça veut dire aussi, effectivement, comme on vient de le dire, que vous dépendez davantage des brise-glaces, d'où l'image de Donald Trump qui dit « je vais prendre les meilleurs brise-glaces au monde », etc. Donc on voit bien que, même si on n'est pas écologiste, sur le plan économique, ce n'était pas encore une réalité. Et on voit bien aussi qu'en termes humains, c'est prendre des risques qui sont complètement disproportionnés. Donc ça éclaire sur la façon dont la Chine veut mettre ça en avant. Ce n'est pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons de puissance, c'est pour des raisons géopolitiques, géostratégiques. Et c'est à cause, évidemment, aussi de son alliance avec la Russie. C'est une alliance qui, encore une fois, va contre l'Occident. Je pense que ça, c'est un point qu'il faut rappeler. On va y revenir avec Paul Touré. En prenant une route qui ne dure que 20 jours au lieu de 35 ou 40, on utilise moins de kérosène. Donc il pourrait dire, soyons pragmatiques, ce sera climatiquement parlant, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, plus intéressant. Est-ce que c'est recevable comme argument ? A priori oui, mais les grands navires sont particulièrement efficients. Un grand navire avec 25 000 conteneurs, au conteneur transporté, ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc les armateurs préfèrent plutôt des gros navires géants qui font beaucoup de marchandises plutôt qu'un petit navire comme ça dans le Nord. Et puis il ne faut pas oublier qu'en 2021, les grands armateurs ont dit on ne veut pas passer parce qu'il y a une image qu'ils ne veulent pas, c'est l'ours blanc désespéré sur la banquise avec un grand porte-conteneur d'une marque occidentale. Donc un moment où ils jouent beaucoup dans le verdissement... greenwashing. Si vous voulez, ou simplement le verdissement actif, l'image de passer dans le Nord. C'est pour ça que CMA-CGM, notamment, a dit qu'elle ne passait pas. MSC, la compagnie les grandes compagnies ne veulent pas avoir cette image-là. Les Chinois ont autre chose et peut-être cette route de la soie arctique est dans un autre discours que les grandes compagnies occidentales. Alors, ça dépend aussi, mais ce qu'il y a dans les bateaux. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans les conteneurs, mais on sait qu'il y a de la fast fashion, on sait qu'il y a l'électronique bon marché. Donc, ça dépend de ce qu'il y a dans le bateau. Alors, on va évoquer avec vous, on va continuer à explorer les impacts environnementaux et climatiques. Avec vous aussi, Fanny. Passer par l'Arctique, ça va plus vite, mais ça pollue. Oui, parce que les navires rejettent ce que l'on appelle du black carbone, du carbone suisse, c'est-à-dire des particules créées par la combustion, par exemple, de pétrole, qui retombent ensuite sur la banquise. Lorsqu'elle est recouverte de suie, la glace perd son effet albédo, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir les rayons du soleil, et donc elle se réchauffe plus vite et fond plus vite également. Pour atténuer la pollution et réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre, parce que le transport maritime, c'est 3% des émissions mondiales, l'Organisation maritime internationale, une agence de l'ONU, a fixé un objectif, moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, neutralité carbone en 2050. Cette organisation devait signer il y a 2 semaines un accord justement pour décarboner le transport maritime, avec à la clé des pénalités pour certains navires lorsqu'ils dépassent des seuils d'émissions, ou encore la possibilité d'acheter des crédits issus de bateaux qui, eux, à l'inverse, ont dépassé des objectifs de décarbonation. Face à la pression des États-Unis et de l'Arabie saoudite, entre autres, les discussions ont été repoussées d'1 an et les ONG de protection de l'environnement craignent qu'elles le soient éternellement. Camille Escudé, finalement, réduire le temps de trajet en repassant plutôt vers le nord par l'Arctique, est-ce que c'est pas la meilleure solution pour le climat ? Non, je ne pense pas. Effectivement, en théorie, on pourrait dire que la route est plus courte, donc les navires polluent moins. Mais les conditions polaires, encore une fois, font que les conséquences du fioul lourd, qui est aujourd'hui le fioul majoritairement utilisé dans l'industrie maritime, ces conséquences-là sont bien plus graves encore dans les zones polaires qu'ailleurs. Vous l'avez bien dit, l'Organisation maritime internationale a proposé un bannissement dans les eaux polaires du fioul lourd. Ça datait de 2021.
Mais comme toujours, ça va très lentement dans ce genre d'organisation. Et donc la Russie, qu'il y a des blocages. Enfin, il y a beaucoup de blocages, notamment de pays arctiques comme les États-Unis, le Canada ou la Russie. Et la Russie bénéficie d'exceptions. En plus de ça, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, le fioul lourd émet dans les eaux polaires beaucoup de particules fines, donc notamment de black carbone, et que ça accélère effectivement l'amplification polaire, le phénomène dont on parlait, qui fait que les régions polaires, aujourd'hui, se réchauffent 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Donc non, ça ne pollue pas moins, sans compter encore une fois qu'il faut compter aussi des escortes de brise-glace, que les navires sont plus lourds parce qu'il y a peu de ravitaillement, donc il faut qu'ils aient des réserves de fioul, par exemple. Ce sont des navires aussi avec des coques renforcées, donc encore plus lourds. Donc certes, en théorie, on pourrait dire qu'on nécessite moins de fioul, mais de fait, les conséquences du fioul lourd dans ces régions-là particulièrement fragiles et particulièrement isolées sont évidemment délétères. Paul Touré, vous diriez aussi que c'est une illusion de parler de décarbonation de ce secteur du transport maritime ? C'est une question particulière. Aujourd'hui, on demande beaucoup à une industrie qui fait que 3% des pollutions, qui entraîne d'avoir des formes de cul-de-sac technologiques. Alors, il faut la guider vers l'avant. Qu'est-ce que vous entendez par cul-de-sac technologique ? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution pour se passer des hydrocarbures. Alternative. Aujourd'hui, on peut faire avec le gaz, qui est une demi-solution. Demain, le méthanol, l'hydrogène, il y a beaucoup de questions. Alors attention, elle est en train de freiner un peu des cas de fer. Il faut que les ONG et le pouvoir public les poussent un peu. On est une situation d'équilibre. On voit que les Américains rajoutent là-dedans. Donc on a une espèce de question politico-environnementale qui arrive. Peut-être que demain, le transport maritime continuera à brûler du carburant, des hydrocarbures, parce qu'ils sont là. Et laissons peut-être les énergies alternatives faire tout le reste. C'est le progrès. Encore une fois, c'est une des rares industries mondiales au secteur économique qui a des vrais objectifs de décarbonation. Ce qui est loin d'être le cas pour l'automobile, la chimie ou d'autres choses. Mais il n'y a aucun transport vertueux, finalement, Lucie Schmitt. Moi, je voudrais quand même rappeler que et le transport maritime et le transport aérien ont été dispensés des disciplines en fait, de l'accord de Paris, et que donc, effectivement, il y a une progression de ces modes de transport pour se donner des disciplines, mais comme ça vient d'être dit, ensuite, il y a des blocages qui sont portés par les grandes puissances productivistes, surtout avec Donald Trump. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que sur le plan économique, il n'y a pas que le commerce. Il y a aussi le fait que la moitié des poissons qui sont mangés aux États-Unis, en fait, viennent de ces zones-là. Il y a une biodiversité puissante. C'est pas un hasard, c'est le World Wildlife Fund, depuis les années 70, travaille sur l'Arctique, c'est-à-dire sur la question de cette... je veux dire, est-ce qu'on veut qu'on soit dans un monde où il n'y aura plus de baleines ? La question, c'est les phoques, les otaries, les baleines, le plancton. Et donc, la biodiversité... on sait que ça interagit avec la question climatique, et ça, c'est un enjeu très, très important, me semble-t-il. Pour la faune aussi. Alors, sur l'intérêt géostratégique, Vladimir Poutine ne cache pas son intérêt pour cette nouvelle route économique et les bénéfices qu'il pourrait en tirer. Écoutez le président russe. Особо значимая тема как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны, для всего евразийского континента, это развитие трансарктического транспортного коридора. Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет, как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков. Мы будем развивать трансарктический коридор. Camille Escudé, ce qu'on entend là, c'est en fait la bataille pour devenir une puissance polaire, non ? Entre la Chine, la Russie et les États-Unis, c'est ça qui se joue ? Je pense que la Russie a déjà gagné cette bataille d'être une puissance polaire. Aujourd'hui, la Russie, c'est la moitié de l'Arctique, la moitié du littoral arctique, la moitié des populations. On estime qu'il y a à peu près 20% du PIB de la Russie qui se joue au nord de l'Arctique. La Russie, c'est le pays qui a mis en valeur le plus précocement et le plus intensément son Arctique. Et pour prendre un chiffre très concret, la Russie possède aujourd'hui la moitié de la flotte mondiale de brise-glace. Le Canada est très loin derrière. Très loin. Les États-Unis ont l'Alaska, par exemple. On pourrait se dire, voilà, ils ont quand même un avantage majeur. Oui, c'est vrai. Les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie à 150 ans. On pourrait se demander ce qu'il en serait aujourd'hui si ça n'avait pas été le cas. Mais les États-Unis sont une puissance qui s'intéresse très récemment en fait, à l'Arctique. Moi, je date ça de 2019 et des premières sorties de Trump pour proposer d'acheter le Groenland. Et d'après moi, l'intérêt des États-Unis est en fait à la traîne de l'intérêt de la puissance russe et même de la puissance chinoise. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine, sans être souveraine en Arctique, est une puissance polaire, c'est indéniable, et que les États-Unis essayent de se placer, mais avec un peu de retard, derrière cette immense puissance russe et aussi chinoise. Et Paul Touré, la Chine parle de route de la soie polaire. C'est un des axes qu'elle souhaite travailler, avec une vraie question pour rebondir. C'est qu'on a l'impression qu'on est dans un espèce de culbuto, c'est-à-dire comme vous savez, cette boule de fer qui est en train de nous tirer vers l'Arctique, dans lequel il faut dire c'est une question périphérique par rapport au reste du monde. Je veux dire, la démographie mondiale, le commerce mondial, la géopolitique mondiale, elle est quand même
dans la bande centrale de notre planète, elle n'est pas là où... Oui, mais là, on sent un axe russo-chinois se monter les quand Russes, même. les Canadiens, les Chinois, même les Européens, parce qu'il y a vous savez, on participe aussi au Conseil de l'Arctique, on a une position, la France a envoyé des bateaux militaires, donc il y a une vraie question. Maintenant, et voilà, il faut, à notre époque, il faut bien jauger les choses, il ne faut pas trop en faire. La Russie nous dit quelque chose sur sa volonté de s'inscrire par l'Arctique dans la carte mondiale. La Chine tisse des liens dans tous les sens vers le reste du monde. Les Américains, vous vous souvenez du Groenland il y a quelque temps, donc on est dans une vraie géopolitique mondiale, mais il ne faut pas non plus surestimer ni le poids économique, ni le poids démographique, ni même le poids géopolitique de tout ça. Il ne faut pas surestimer, mais on sent qu'il y a un vrai enjeu et que, encore une fois, l'angle mort, ça va être l'environnement. Je pense que le principal sujet, c'est de dire que c'est peut-être pas géopolitiquement très important, mais sur le plan environnemental, c'est central. Et la deuxième chose, c'est quand même que la Russie, qui est une grande puissance offensive et militaire, elle compte sur l'Arctique. Mourmansk, c'est très important. C'est la moitié. Pourquoi parce que c'est la moitié des. C'est le grand port arctique des Russes, et c'est la moitié de la flotte des sous-marins nucléaires russes qui y est. Donc il y a un enjeu. Tout dépend en fait de l'angle qu'on choisit. Est-ce que c'est l'enjeu militaire et l'offensive? Est-ce que c'est l'enjeu environnemental? En termes militaires et environnementaux, je crois que l'Arctique, c'est fondamental. Oui. Mais quid des Européens alors, Camille Escudé? On est là, on regarde les trains passer, en l'occurrence les bateaux. En fait, c'est intéressant parce que je pense que la position européenne vers l'Arctique, elle a souvent été assez inaudible, assez cacophonique, et effectivement aussi beaucoup portée sur les questions d'environnement, de développement durable, d'éducation. L'Union européenne continue à financer le Groenland, qui a pourtant quitté l'Union européenne. Vous voulez dire que l'Union européenne est vertueuse, mais à la ramasse? Oui, justement, vertueuse peut-être, mais peu audible. Et il se trouve il me semble vraiment que depuis les présidences Trump, tout d'un coup, la voix européenne devient davantage crédible. En fait, ça, on l'a vu, l'université de Nuuk, donc au Groenland, a fait une étude. Il y a 3 ans, 60% des Groenlandais souhaitaient rester hors de l'UE, puisque ce sont les premiers à avoir quitté l'Union. Aujourd'hui, c'est 60% qui souhaitent réintégrer l'UE, juste après les déclarations de Trump. Et j'ai l'impression que dans ce monde effectivement très offensif, où ils se sentent peut-être menacés par des projets industriels chinois, par leur environnement extrêmement fragile, par les déclarations fracassantes de Trump, peut-être que tout d'un coup, la position européenne, qui semblait un peu inaudible, un peu naïve, tout d'un coup peut-être prendre davantage de valeur. Et ça, on le voit, il y a eu de nombreux déplacements d'Ursula von der Leyen au Groenland, et réciproquement, je pense que les liens sont en train de devenir plus forts. Plus forts. Mais puisqu'on parlait, Paul Touré, de Trump, il rêve d'un tunnel entre l'Alaska et la Russie. C'est une proposition qui lui a été faite par Poutine. On sait même, c'est plausible. Un tunnel de 10 km de long. Souvenez-vous du film coréen, personnage de l'adapté de la BD. Vous savez, ce train qui fait le tour du monde. Pourquoi pas? On est au XXIe siècle, on peut rêver. L'intérêt d'un train entre l'Alaska, où il n'y a pas grand monde, de la Sibérie, il n'y a pas grand monde. Mais encore une fois, on est dans une grande gesticulation géopolitique de surenchère, et de surenchère. Il y a quand même des États, le Canada, qui étaient très démobilisés. Vous savez, les problèmes de brise-glace, les États-Unis qui ont 2 vieux brise-glace. On voit bien le Groenland, vous savez, les terres rares. Il y a des déclarations qui ont été faites aussi sur les terres rares au Groenland. La Norvège qui est obligée de prendre des positions par rapport à un voisin avec qui il faut s'accorder. Vous dites rêver d'un tunnel, Lucie Chine, vous dites cauchemarder un tunnel plutôt, j'imagine, non? Un tunnel. Moi, je pense que on parle beaucoup de lutte de civilisation en ce moment, et qu'on voit bien que c'est 2 modèles qui s'opposent, en fait. La question environnementale, le respect des peuples autochtones, parce que je rappelle que c'est aussi tout leur modèle de vie qui est en cause, et puis de l'autre côté, les délires ultra-technologiques et fantasmatiques, en fait, de Poutine comme de Trump. Rappelons-nous qu'au fond, Poutine et Trump, d'une certaine manière, peuvent défendre des choses qui sont assez proches. Merci, ce sera le mot de la fin pour ce débat. Merci à tous les 3 d'être venus explorer ces affaires de route polaire, de route de la soie polaire.